et que j'ai vu les livres, là, parce que la mise en ligne, c'est très bien, mais le livre lui-même, il y a vraiment des trésors. Il y a un quart d'heure encore, je feuilletais des choses dont j'avais entendu parler, mais alors, les avoir entre les mains, des éditions rarissimes, et quelquefois de qualité vraiment exceptionnelle. Et sans parler rien que dans les vitrines, il y a l'édition Aldine, c'est-à-dire la première édition, qui est quelque chose, à mon avis, qui, historiquement, c'est un moment de l'histoire universelle, de la culture universelle, cette édition Aldine, parce que ça ne s'est pas passé n'importe où ni n'importe quand, ça s'est passé à Venise en 1508, et c'est cette affaire entre Erasme et l'imprimeur Almanus, qui étaient l'un et l'autre des gens absolument exceptionnels. On en a un tous les 500 ans, et ils ont réalisé cette chose qui est... Alors, évidemment, on dit toujours que c'est le bouquin que j'ai publié, c'est le plus important du millénaire. Mais sauf que sur ce cas-là, moi je me demande si c'est pas le livre le plus important. Bon, il y a eu d'autres, hein, comme Galilée, on fait des choses qui ont eu de l'importance, sans aucun doute, Darwin. Mais ça, à mon avis, ça fait partie de ces quelques moments qui ont basculé la culture occidentale. Alors qu'on en parle assez peu. Donc on n'apprend pas ça à l'école, même pas à la fac. Hein. On vous dit, oui, c'est un type très important. Puis quand on gratte un peu, comme le prof, oui monsieur, mais en quoi est-ce qu'il est si important? Qu'est-ce qu'il a fait de si important? Alors là, il n'y a plus grand monde. Oui, mais si, bien sûr, il y a le programme Erasmus. Puis une fois qu'on a dit ça, on ne sait plus très bien. Il dit, oui, il a beaucoup voyagé, d'accord, mais il n'y a pas de but. Bon, donc on sait qu'il a beaucoup écrit, qu'il était très important, qu'en son temps, il était considéré comme très important. Pourquoi? Les gens ne savent pas très bien. Bon. Et peut-être qu'on peut simplement parler de ça. Alors oui, certains, ceux qui ont regardé Wikipédia, disent « Ah oui, il a écrit l'éloge de la folie ». Très bien, vous l'avez lu? Ah ben, moi, je connais quelqu'un qui l'a lu et qui dit que c'est très bien. Bon, ça parle de quoi? Ah ben, écoutez, bref, on ne sait pas très bien, revenez nous voir. Bon, l'éloge de la folie, c'est très bien aussi. Ah, d'ailleurs, l'éloge de la folie, puisqu'on en parle, j'ai découvert, c'est moi qui l'ai découvert, pourtant, n'importe qui pouvait le voir, c'est le premier livre qu'Erasme a publié après les adages. Or, dans les adages, entre autres choses, les adages, c'est une espèce de méthode sur comment écrire sur n'importe quel sujet avec élégance et profondeur. Et non seulement élégance et profondeur, mais humour, de façon, humour et brièveté. Élégance, profondeur, humour, brièveté. C'est pas n'importe quoi. Je vous expliquerai comment ça se trouve dans les adages, cette affaire. L'analyse et la théorisation de ça. Et il a raconté, d'ailleurs, dans la préface de l'éloge de la folie, c'est très amusant, il raconte ça. Il écrit à Thomas More et il dit « Mon cher ami, figure-toi que, alors que les jours derniers, je revenais d'Italie en Angleterre. » Tiens, qu'est-ce qu'il faisait en Italie? Ben, il faisait des adages, justement. Et il retournait en Angleterre, donc ça prenait, je ne sais pas combien de temps, 3 semaines, 1 mois, il fallait passer des Alpes, quand même. Enfin, et entre nous, il devait passer à Célestat. Il passait certainement à Célestat. Il passait à Râle, il remontait à Rhin. Comment? Vous pensez qu'il y avait peut-être d'autres chemins, mais je pense, à mon avis, il passait par là. Donc, il remontait l'Alsace. Et donc, il dit, et à cheval, comme je ne voulais pas perdre mon temps à ces conversations nulles avec mes camarades de voyage, j'ai pensé à toi, mon cher More, et m'est venue cette idée que, et il déroule sa fameuse métaphore, mor, morus, latin donc, que morus en latin, ça ressemble terriblement à moria en grec, et moria c'est la folie, et il est dit, c'est quand même extraordinaire, toi qui es l'homme le moins fou que je connaisse, plus sage, plus savant, plus ce qu'on veut, ton nom évoque la folie, et il s'est dit, et a tiré le fil, et en sautant du coq à l'âne, a raconté tout l'éloge de la folie, qui est un pur chef-d'œuvre de rhétorique, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui est fabriqué à la façon des adages. Donc Erasme explique qu'il faut écrire dans les adages. Bien. Donc je pense que c'est un point central de l'affaire. D'autant plus curieux
enfin je dis curieux, pour nous, quoi, puisqu'on en parle maintenant, c'est quand même, ça remonte à 500 ans cette histoire. 500 ans, je suis du 1508, c'est ça. 1500 moins 50. À l'époque, ça a été ce qu'on appelle un best-seller. Il y en a eu 30 éditions de son livre, connues, on va dire de 30. C'est pas rien, même maintenant, un auteur qui peut connaître 30 éditions de son bouquin, de son vivant, ça court pas les rues. Et puis attention, c'est pas un petit roman à 3 sous qu'on peut réimprimer facilement, c'est un 1000 folios, c'est énorme. Première édition, il n'y avait pas 4000 à l'âge, il n'y en avait que 2600 à Venise. Il a augmenté d'édition en édition, il y a travaillé pour cette 30 éditions de son vivant, c'était un succès de librairie. D'ailleurs, ça fait la fortune des imprimeurs qui ont fait ça. C'est un très beau livre, qui coûtait très cher, d'ailleurs vous le voyez ici. Et il est gros, mais attention, il est gros pas parce que c'est écrit gros, hein. C'est écrit minuscule sur 2 colonnes, avec des ligatures partout pour tenir moins de place. Et c'est extrêmement dense, alors si vous avez une idée de l'imprimerie, on a fait le compte, parce que quand même ça m'intrigue cette histoire. Nous, notre édition, avec, évidemment, bilingue avec la traduction, 12 millions de signes. On va dire, il y a le latin avec. L'édition Alvin, on a compté les signes, ça fait environ 6 millions de signes. Il va parler de ça à un éditeur quelconque, un bouquin de 6 millions de signes. Bon, il faut le faire. Enfin, il faut le faire, il faut le vendre. Dans les 6 millions de signes, il y en a 600 000, il n'y en a pas loin d'un million. Ils sont en grec. Petit détail, à l'époque, en Europe, personne ne lisait le grec. Se lancer dans une affaire comme ça, c'est étrange. Et on est au cœur de l'affaire. Donc, ce livre a eu un succès phénoménal à son époque. Nous, on se dit, enfin nous, vous, moi, on ne sait pas, enfin, les gens qui ont fait un petit peu d'études, qui savent lire, qui lisent le journal de temps en temps, qui regardent la télé, et qui réfléchissent, qui se disent, mais tiens, c'est curieux, un livre qui a eu un tel succès, écrit par un auteur si connu, pourquoi moi je l'ai jamais vu? Bon, alors, on cherche, il y a sûrement eu des traductions modernes, moi j'ai cherché. Non, il n'y a personne. Il y a eu de temps en temps des gens, des érudits qui ont traduit un bout, un autre, un adage, bon, des choses, c'est très intéressant. Bon. Mais c'est un bout, un autre. Or, il y en a 4000. Alors, moi, il se trouvait que j'avais besoin à plusieurs occasions de voir comment c'était fabriqué. J'ai réussi. Un mal infini à la Bibliothèque nationale à Paris, parce que même on n'a pas à avoir des exemplaires, bon, bref. Finir par trouver un exemplaire, et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? On est sur une colonne, ça, de quoi il parle? Il parle de n'importe quoi, il traite de sujets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. De temps en temps, il y a l'évidence des grosses blagues, il y a du grec partout, il traduit, tantôt il ne traduit pas, mais puis à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est ce truc? Et en plus, voilà, c'est un détail curieux. Si vous trouvez des pages, par exemple, l'édition originale, alors là, évidemment, on voit la page de type, qui est magnifique. Une typographie style apollinaire, où ça fait le dessin d'une coupe, et le texte dedans est magnifique. Voilà, c'est des choses, c'est du grand art typographique, c'est-à-dire que déjà ils étaient à la deuxième génération d'imprimerie, et ils faisaient des prodiges typographiques comme on sait faire encore maintenant. Mais nous maintenant avec InDesign, on fait aussi bien en faisant gaffe. Bon, et en enregistrant, enfin en effaçant pas trop. Ça c'est la page de titre. Vous ouvrez le bouquin, vous dites, bon, alors, qu'est-ce que c'est ces adages? Et vous tombez sur le fait. Moi, je suis tombé. Et franchement, j'ai mis longtemps, j'ai mis des mois, à oser me dire, bon, on y va vraiment. Vous tombez sur 100 pages. Les 100 pages in folio, c'est quand même très long. Sur 100 pages de listes, de tables. Et il appelle ça, lui, des lieux loci. Donc, index locorum, index des lieux. Des lieux. Alors, on se dit, ouais, ça va être un index géographique, il va y avoir Venise, Rome, Célestat, telle page. C'est absolument pas ça. Les lieux, c'était un riche radin. Bon, c'était un amoureux qui veut faire un cadeau. C'était pauvreté, richesse. Et de quoi il parle, c'est des lieux. Bon, je comprenais pas. J'ai demandé à des gens. Voilà, non plus. Bon, on a fini par comprendre ce que c'était. À l'époque, il l'avait fait, pour les lecteurs, c'était une table pour que le lecteur qui voulait, si vous voulez faire un discours, mettons, l'inauguration d'une exposition à Célestat,
Ah bon, on va chercher l'inauguration d'exposition, ce qui arrive, on va pas voir ça. C'est pas l'inauguration d'exposition. Mais cela dit, j'ai eu le cas. Ça m'est arrivé, et alors j'ai adoré parce que ça marchait du tonnerre de Nice. C'est une anecdote, ça m'est arrivé. C'était avant que le bouquin soit publié, c'était déjà presque sous presse, donc j'avais quand même tout en main. Et je me suis retrouvé, bref, à Venise, avec des gens très amis, des psychanalystes qui tenaient un congrès, des Français, des gens très. Et puis, j'étais avec ma femme qui était dans cette bande-là, et Venise servait le coup, c'était votre chien, donc j'étais allé pour voir des grands hommes. Et puis là, qu'elle me dit, ah, tout d'un coup, écoute, il nous arrive un gros pépin. Tel jour des interventions, il y a une personne qui fait faire une intervention et qui a une grave maladie qui ne peut pas venir. On a un trou, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je ne peux pas trouver quelque chose. Je dis, Venise, vous voyez, Venise, les adages, c'est là que ça a été fabriqué. Peut-être des rameaux là-dessus. Je dis, c'est quand même un cours. Eux, les psychanalystes, c'est pas tellement leur truc, l'imprimerie, tout ce qu'il y a. Alors je lui dis, mais c'est quoi le thème de notre colloque? Il dit, c'est le rêve. Rêve. Discrètement la liste des lieux, je dis, il y a quelque chance, il y a rêve, sommeil. Je regarde, il en donne une dizaine, avec le titre des adages, qui, d'après lui, ont quelque chose à voir. Alors, je regarde, premier, deuxième, troisième, bon, ça me plaisait moyen. Bon, je tombe sur un qui dit texto, qui dit « Je ne te raconterai pas ton propre rêve ». Je regarde. Et alors, il racontait un truc très drôle, il dit « Oui, c'était une formule qui vient de je ne sais quel auteur, grec ou latin. Ça parle des médecins. » Il dit « Voilà, les médecins, il y a une chose qui les énerve beaucoup, c'est qu'ils soignent les malades, bon, ils se donnent beaucoup de mal, et une fois qu'ils ont soigné les gens reviennent les voir en disant « Maintenant, dis-moi qui je suis, dis-moi quel est mon problème profond. » Alors, ça dit, je t'ai soigné, maintenant rentre chez toi, tes propres rêves, il n'y a que toi qui sais ce que ça veut dire. Je raconte ça à cette analyste, je peux vous dire qu'il buvait du lait. C'est vraiment sur mesure ce truc. Bon. Alors en plus, dans le texte terrasse, c'est que lui il raconte, quand il dit les médecins nous qui on imagine le stéthoscope, bon. Mais c'est ça, il raconte qu'ils quand les gens viennent avec leur peau de chambre pour faire analyser l'urine, c'est évidemment c'est ça. Bref, tout ça pour vous dire que ces fameuses 100 pages qui sont au début, qui sont totalement incompréhensibles, si on n'a pas le mot d'emploi, en fait, contiennent la clé du système. Bien. Je reviens à la première phrase. Alors, évidemment, je saute un peu du coq à l'âne, mais cela dit, c'est la déformation professionnelle parce que les adages, c'est l'art de sauter du coq à l'âne. Et quand je dis sauter du coq à l'âne, c'est vraiment du coq à l'âne. Mais moi, à la fin, ça me faisait rire parce que j'étais au centre de la toile d'araignée, tous les 50 traducteurs de plus m'envoyaient leurs textes et tout, et puis il fallait que je me mette en ordre. Donc je recevais des trucs, ça parlait de n'importe quoi, ça allait dans tous les sens. Et ce qui est vraiment comique, c'est que quand vous êtes à l'adage 3781, il dit ah, je suis là, bon, bien. Vous passez au 782, qui n'a aucun rapport, strictement aucun rapport, vraiment. Et je me disais aussi, mais pourquoi il saute tout le temps d'un truc à l'autre? Il ne pourrait pas le faire un peu ordonné, quoi. Et là-dessus, je tombe sur un de ces textes d'accompagnement. Il explique ça. Et il le dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça me fait rire qu'il le dise. Il dit, oui, ce bouquin, ça revient plus aux imprimeurs. Ils ont gagné de l'argent. Je l'ai dit, ils ont risqué de l'argent. Parce que si ça ne s'était pas vendu, le pauvre, là, il prenait le bouillon. Bon. Mais ça marche. Il dit, comme ça a très bien marché, les imprimeurs se sont jetés sur moi en me disant, ah ouais, il faut le refaire, il faut le faire plus gros, on va faire la suite et tout. Mais les imprimeurs ont dit, il y a une chose qui ne va pas dans ton bouquin. Ah bon, c'est quoi? Eh bien, c'est que tes adages, ils sont dans un désordre absolu, et alors, ça ne va pas. Fais-le, tu nous fais le même bouquin, par rubrique. Tu vas nous faire les adages qui concernent l'histoire, ceux qui concernent le droit, ceux qui concernent la médecine, ceux qui concernent les mœurs des animaux, ceux qui concernent la cuisine. Bon, tu les mets bien par catégorie, et comme ça, pour nos clients, les magistrats, ils vont le prendre pour la partie juridique, et les médecins pour la médecine. Alors moi, ça m'a fait rire, parce que, aux belles lettres, la patronne des belles lettres, elle m'avait dit la même chose. Elle m'avait dit, ouais, c'est trop gros, on n'arrive pas, les gens, ils ne comprennent rien, on ne pourrait pas faire, alors soit des extraits, et puis là, non, c'est tout ou rien. Mais alors, on ne pourrait pas faire par thème.
on mettrait, je dis d'abord, je ne ferai jamais le faire, puis ça me fracassait, parce que je me disais, si lui l'a pas fait, il n'était pas totalement idiot, et s'il l'a pas fait pendant les 30 éditions, et il dit, si on fait ce système, de les mettre par catégorie, comme d'ailleurs on fait dans toutes les encyclopédies et tous les bouquins sérieux qui se vendent sur le marché, il dit, si on fait comme ça, qu'est-ce qui va se passer? L'avocat, il va l'acheter, il va prendre le volume juridique, il va lire 5-6 pages, il va dire ah, ouais, très bien, il va reconnaître les adages qu'il connaît, il va dire oui, oui, très bien, puis il va un peu se raser parce que il connaît le sujet, il va refermer, il ne va jamais prendre le vie des animaux. Alors qu'avec son système, comme on ne sait jamais ce qu'il y a avant ni ce qu'il y a après, alors si ça arrive de temps en temps, il y en a 2 ou 3 qui suivent, qui tournent un peu autour de la même affaire, et puis, alors, quand on est dans les animaux, on parle d'une affaire qui concerne les fourmis. Bon, les fourmis, on dit qu'aux Indes, plus tard, on dit qu'aux Indes, les fourmis font ci ou ça. Et qu'elles construisent leur nid de telle façon. Dans le suivant, ah oui, mais tiens d'ailleurs, le même, un peu plus loin, parle des mouches, il dit que les mouches font ci ou ça. Il y a des petites bêtes. Je dis, ok, rapport de proximité. Celui d'après, les éléphants. Ah, oui, c'est le rentrée des fourmis, c'est des petits en éléphants. Bon, puis après ça, il passe au centre de Jules César, franchissant le Rubicon, voilà, on n'est plus du tout. Et il dit, il faut faire court, varié, humoristique, et comme ça, on tient l'attention du lecteur. Et avec son système, on peut ouvrir le livre n'importe où, le refermer n'importe où, et on a toujours l'essentiel. Ça, c'est quand même pas banal. Alors maintenant, un mot sur qu'est-ce que ça contient. Parce que c'est bien joli de dire que c'est le plus beau livre de la nation. Oui, vous parlez, je saute toujours du coq à l'âne. Je reviens au fil. Ma question, c'était qu'est-ce que c'est que ce livre qui fut un best-seller, un auteur si connu, et qu'on ne trouve plus, nulle part, point, on ne trouve pas. Même pas les vieilles éditions, si, à Célestat, chez le Dominicain, à Paris, il y en a un. Enfin, il faut être au courant, il faut savoir lire le matin, et tout ça. Ce livre, il a disparu de la circulation depuis 500 ans. Enfin, pas 500, 450. Qu'est-ce qui s'est passé? Mystère. Alors, mystère, on sait, on sait. Moi je sais, je l'ai dit, en me disant, je vais me faire taper sur les doigts parce que les gens sérieux ne disent jamais ça. Et il y a bien quelqu'un qui va arriver en me disant, bon, totalement, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Je l'ai expliqué ça dans la bataille grecque. 15 ans de ça, personne n'avait encore téléphoné en disant que vous êtes bourré. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1559, donc pile 50 ans plus tard, ce livre a été mis à l'index de première classe par le Conseil de Trente. Alors de première classe, ça veut dire pas que ce livre, la totalité des œuvres, tout, y compris les traités de pédagogie, de lettres, n'importe quoi, tout ce qui est écrit, y compris les préfaces écrites pour les copains, les traductions de Lucien, tout à l'index. L'index, ça veut dire en clair. Alors nous, on dit à l'index, vous savez, l'index, c'est pas grave, on s'en fout un petit peu. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, ça existait encore l'index, avant le Concile de Vatican. Et on nous disait l'index, ah oui, l'index, parce qu'il y a des bouquins cochons dedans, dans Sade, des gens comme ça. Bon, on sait qu'on peut se les procurer quand même, en étant un peu discret, ça faisait peur à personne. Donc, les jeux, même, alors c'est ça qui est étrange, même les intellectuels, enfin les érudits maintenant, ils raisonnent un peu plus. L'index, ça fait peur à personne. Ce qui est vrai, je veux dire, on vous met colle un bouquin à l'index maintenant, ça fait peur à personne, tout le monde s'en fiche. Et on oublie un petit détail, c'est qu'à l'époque, c'était pas ça du tout. On mettait un bouquin à l'index, ça veut dire on le piquait chez vous, on le brûlait. La deuxième fois, c'était l'amende, troisième fois la prison, quatrième fois, bon. Ce qui veut dire que tous les lieux, les bibliothèques publiques ou semi-publiques, le livre a été extrait et détruit. Et quand je dis bibliothèque publique, semi-publique, c'était pas comme ici, mais c'était par exemple les bibliothèques des abbayes, des évêchés, des universités, des collèges. Parce qu'alors là, un gosse, vous savez, le petit qui se met près du radiateur, qui va dire au cafetière, ouais, prof, pareil qu'il a un bouquin d'Erasme dans son sac. Et vous aviez des archives du roi qui étaient dans votre main, contrat, c'est toujours que les prétérités de maintenant. Bon. Vous avez intérêt à courir vite et à changer de département rapidement. Deuxième fois, troisième fois, ça se terminait place Mauvert, au milieu du Pontique. Les imprimeurs,
ils n'impriment plus. Un livre à l'index, on ne l'imprime pas, point. Et Erasme n'a pas arrêté d'imprimer. Et d'ailleurs, pas qu'Erasme, est un autre. Évidemment, l'index, on sait la raison qui a été donnée. On a dit, ah mais oui, parce que Erasme, tout le monde connaît l'histoire. Erasme, c'est lui qui a ouvert la porte à la réforme luthérienne. Ce qui est vrai. Quand Luther l'a dit, tout le monde l'a dit. Lui a dit, mais c'est pas vrai, je ne voulais pas. Bien sûr qu'il ne voulait pas. N'empêche que c'est ça qui est arrivé. Alors, on dit qu'il a ouvert la porte à la réforme luthérienne. Pourquoi il a ouvert la porte à la réforme luthérienne? Pas parce qu'il a dit que les cardinaux étaient corrompus, pédophiles et tout ça. Ça, tout le monde le savait, et c'était dit depuis longtemps. Bon. Non, mais je veux dire, Sébastien Maran en parle, Geiler de Kaisersberg en parle, au Moyen-Âge, tout le monde en parlait, que les moines avaient une maîtresse, et tout ça. Ça faisait rire, mais c'était vraiment pas de quoi écraser une mouche à cause de ça. En revanche, il a fait une chose que l'Église ne lui a jamais pardonné, et qui a un rapport avec le church. C'est à cause du grec. Le grec, il y a un rapport avec l'Église. Il y a un rapport, c'est que Erasme, vous connaissez tous cette histoire-là, je suppose. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais moi je crois que c'est important d'en parler. En 1516, février 1516, c'est pas n'importe quoi février 1516, vous savez, même si on ne connaît pas trop les dates historiques, tout le monde sait, notamment en Alsace, que le 31 octobre 1517, il s'est passé quelque chose de gravissime à Wittenberg. Il y a eu un fameux professeur de théologie qui avait permis une thèse, qui a dit organisons un débat sur 95 thèses, c'était Luther, et de ça est sorti tout ce qu'on sait. Or, Luther, qui n'était pas très connu à l'époque, peu connu du tout. Quand on lui dit, mais ton histoire d'indulgence et tout, tu sors ça, sur quoi tu t'appuies? Luther dit, moi, j'ai rien inventé. C'est Erasme. Erasme dit, allez voir dans la Bible, allez voir le texte de l'Ancien Testament, il est en hébreu, de nouveau, il est en grec. Allez voir le texte, et vous allez voir que là-dedans, il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de curé, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'indulgence, il n'y a pas d'office. On a dit, c'est Erasme qui l'a raconté. Erasme a pondu les œufs, Luther les a coulés. Alors ça, il a pu se retourner dans tous les sens. Il a maintenu sa traduction du Nouveau Testament. Alors, il a fait une traduction du Nouveau Testament qui divergeait de la Vulgate et qui divergeait beaucoup. Alors, quand on dit diverger, on dit ouais, c'est une histoire de philologue, tout le monde s'en fiche. Je peux vous dire ce qui divergeait. Parce que on en a parlé de ça. Je suis allé voir. Moi qui étais enfant de cœur quand j'étais gosse, j'ai compris des trucs que mes collègues qui n'ont pas été enfants de cœur quand ils étaient gosses n'ont pas remarqué. Par exemple, on vous dit oui, il a dit il faut pas dire in principio erat verbum. Ça vous évoque peut-être quelque chose. Moi, ça m'évoque tout de suite. J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est le dernier évangile, le premier verset de l'évangile de Jean. Or, le premier verset de l'évangile de Jean, il est lu à chaque messe, toutes les messes qui ont existé dans la chrétienté, depuis que la chrétienté existe en latin, se sont terminées par ça. Et ça en fait un paquet. Dans les monastères, dans les églises, toutes les messes, tous les paroissiens, même les analphabètes, qui ne savaient pas un mot de latin ni de rien, ils entendaient in principio erat verbum. Et ça annonçait le dernier évangile. Erasme, il vous annonce la bouche en cœur. Ouais, pas terrible ce in principio erat verbum. Moi, je pense qu'il faudrait dire in principio erat sermon. C'est du latin aussi. Cicéron. Vous imaginez les paroissiens, qu'est-ce que c'est que ça? On change le dernier évangile. Verbum, c'est pas bon. Sermon, c'est mieux. Accessoirement, sermon, ça veut dire quelque chose de très intéressant. Sermon, ça veut dire la parole aussi. Mais c'est la parole, vous savez, quand on bavarde avec les copains au bistrot. C'est une conversation. In principio, on verra la conversation. Dieu converse avec les hommes et tout. Oulala, où va-t-on? Ça, c'est l'évangile de Jean. Et d'autres petits détails philologiques, controverses philologiques. Il a dit quelque part, et il a même changé de paternoster. Là, le paternoster, même le paillard, l'ivrogne qui va au bistrot au lieu d'aller à la messe, il sait son paternoster, c'est obligé. On se croit là, c'est pas plus. À l'époque. Alors, c'est sur un point de détail, hein. Il vous dit, c'est comique. Ah ouais, il y a une phrase, elle sonne pas terrible en latin. Comme si ça m'a fait rire, parce qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut chercher? Franchement, c'est nul, pourquoi il se bagarre sur des trucs comme ça? Puis après, je me suis dit, mais en français, ce qu'il dit, c'est pas nul, parce que c'est vrai que c'est nul comme latin. Et la phrase, je vais vous dire ce que c'est. Alors, vous n'avez pas d'Alastair, je ne sais pas si vous connaissez,
moi je m'en souviens encore, je le dis plus souvent, sauf quand je fais des conférences. Pater noster ex incelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je ne vous fais pas répéter, mais c'est comme ça. Avec le bon accent italien qu'avait le curé de mon nom. Et alors Erasme, il arrive, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce sicut in cielo et in terra? Franchement, c'est nul. Cicéron, jamais ne remontait pas, pas que Cicéron, même les autres, Claude, jamais dans l'Island. Eux, ils auraient dit, quam bonum in cielo, si etiam in terra. Qu'est-ce que c'est ce truc? Eh bien, franchement, je ne sais pas si vous faites du latin chez vous, moi, pas beaucoup, mais avec des trucs comme ça, je suis obligé de le faire. Il y a eu un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec cette histoire? Eh bien, c'est vrai. Sicut in cielo et in terra, franchement, c'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais c'est du latin, pas de cuisine, mais presque, d'antichambre. C'est du latin tabou, c'est du latin d'ailleurs. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et Erasme l'a dit. Et il avait extrêmement bien compris. C'est du latin de gens qui ne sont pas allés à l'école. En tout cas, pas à l'école supérieure. C'est du latin de gens qui savent du pecno de l'Empire romain. Et il dit, les apôtres, qu'est-ce que c'était? Les évangilistes, c'était les pecnos de l'Empire romain. L'autre qui était percepteur d'impôts, il savait juste lire et écrire, il savait 3 mots de grec. Et puis voilà, et donc, quand il traduisait en latin, il traduisait en latin médiocre. Parce que Erasme dit ce qui est la pure vérité historique. Il dit, tous ces gens-là, tant qu'on n'est pas venu au 4e, 5e siècle, comprendre Saint Jérôme, Saint Grégoire de Naziance, qui eux étaient des universitaires, qui connaissaient leur Démosthène et leur Homère par cœur, jamais ils auraient écrit Sicut in cielo et in terra. Eux connaissaient Virgile, ils connaissaient Horace, ils connaissaient Cicéron, Quintilien. Mais les autres, le petit chrétien de base, il écrivait un latin nul. Erasme l'a dit. Imaginez ça, il change de latin austère et tout, c'est pas compliqué. Le lendemain, il y a la publication, malgré la protection du pape, ils sont tranchés en disant il y a un gars, Rabal, qui dit que la Bible est fausse, pour lier à l'Église, que le latin austère n'est pas bon. Ça veut dire, de dire ça, Madame Bougie a connu ce genre d'expérience, c'est strictement la même chose. Ça veut dire, si on retrouve carbonisé au point qu'on voit, vous pouvez dire que personne ne s'est inquiété. Point, ça s'arrête là. En plus, je ne plaisante pas, c'était vraiment comme ça qui passait. Bon, lui a réussi à échapper. Son œuvre, non. Alors, il a eu la protection du pape, d'un certain nombre de papes, jusqu'à sa mort, qui étaient quand même pas tous des imbéciles. Après, le vent a changé. L'Église est devenue totalement paranoïaque qu'elle était à moitié avant. Et là, ils ont dit maintenant, cela dit, ce n'est pas idiot non plus, ils ont bien compris que là, ils allaient perdre la partie face aux luthériens, ils s'étaient en train de perdre tout le monde de l'histoire. Ils ont dit si on prend pas les mesures radicales, c'est la fin. Ça, là, j'entends bien, c'est une histoire connue. Donc ils se sont dit on va resserrer les mots et on va faire extirper de la chrétienté tout ce qui peut couver les œufs de lui, enfin les œufs d'Erasme. Donc on colle à l'index tous les élactiques, évidemment, alors Luther, Plancton, qui vous voulez, et Erasme. Et de ce jour, Erasme était l'auteur le plus lu de la chrétienté, qu'on utilisait dans les écoles, on a l'épreuve. Les profs se servaient des colloques, se servaient des adages, se servaient de tout ça. Du jour au lendemain, on dit, niet, c'est fini. Et la chose, alors il y a des détails assez intéressants, on va te raconter, mais par exemple, j'ai trouvé une chose, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un grand érudit américain qui a fait une étude sur l'index, justement, et qui a épluché les correspondances entre les papes et qui a découvert un truc extraordinaire. Il a trouvé une correspondance entre le général des Jésuites de l'époque et le pape de l'époque, qui était Pie IV, qui était un fou furieux par lui. Et le général des Jésuites lui écrit, les Jésuites venaient, l'ordre avait été fondé il n'y a pas très longtemps, il a été fondé vers 1545, et ils ont commencé à créer leur premier collège dans les années 1550. Donc, au moment de l'index, il y avait 4 ou 5 collèges qui avaient déjà été créés en Italie, donc c'était vraiment le début. Et le général des Jésuites, après la publication de l'index 59, écrit au pape et lui dit votre sainteté, bon, l'index, bien sûr, c'est très bien, faire disparaître les livres des hérétiques, on est forcément d'accord avec vous. Et on voit bien le style de la lettre, il a un truc qui fracasse. Alors il tourne un peu autour du pot, puis il finit par dire oui, mais bon, tout ça, oui, bien sûr, d'accord, on brûle, mais il y en a un qui, quand même, nous pose problème. Alors, je dis là, qu'est-ce qui peut sortir? Les adages d'Erasme. Ah bon?
Et pourquoi? Alors c'est extraordinaire, c'est qu'il dit pourquoi. Il dit, très sincère, voilà. Et le problème, c'est que moi j'ai des professeurs dans les collèges qui me disent, si j'ai plus des adages, je ne peux plus faire cours. Tiens donc. Quel rapport? Alors, d'ailleurs, alors je lui dis la réponse. Le pape lui dit, on a dit qu'on supprime, vous avez qu'à faire on va faire une édition expurgée, et puis vous avez qu'à faire des imprimeries vous-même avec des bouquins qui ne sont pas étatiques. Ils l'ont fait d'ailleurs, l'édition expurgée, 25 ans après, tout le monde s'en fichait, c'était fini. Et les imprimeries, les jésuites en ont fait, mais 50 ans après, et Erasme était dans les oubliés. Alors, ben, dans le fond, ça nous donne une... on peut sauter. En quoi les profs, ça les gênait de ne plus avoir des adages? Je vais vous donner l'exemple, parce que moi, je l'ai trouvé très sympa, cet exemple. Bon, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, ça s'appelle l'ombre de l'âme. Alors, il était une fois un homme, alors à Athènes, ça se passe dans l'Antiquité, dans le temps d'Alexandre le Grand. Il était une fois un Athénien qui avait une certaine marchandise à livrer à la ville voisine, on va dire Mégare, qui se trouve à 50 km. Bien. En ce temps-là, évidemment, pas de train, pas d'autobus, pas de camion. Que fait notre homme? Eh bien, il va chez le loueur d'ânes du coin de la rue, il loue un âne pour faire son transport. Et aujourd'hui, les voilà qui se mettent en route, tous les trois, l'homme, l'âne et le loueur qui vient avec. Bon. Et s'achemine sur les routes caillouteuses de la Grèce antique. Et on marche, il fait chaud, il y a du soleil, c'est peut-être l'été. Vers midi, notre homme commence à se sentir mal, il crève de soif, il se sent la tête tournée, il dit ouïe aïe, je ne peux plus, il faut que je m'arrête. Et on regarde autour de lui, rien, c'est le désert, le tas de pierres de la Grèce antique, moderne. Pas un arbre avec son nom, pas une rivière, pas une auberge, rien. L'homme dit, qu'est-ce que je fais? Il a une idée. Il arrête l'âne, il le décharge, et il va s'asseoir sous le ventre de l'âne, à l'ombre, pour piquer un petit roupillon en attendant de reprendre. À peine est-il assis sous l'arbre, le propriétaire se jette sur lui et hurle « Salaud, sors de là, tu n'as pas le droit, fiche le camp !» Je lui dis « D'abord, tu ne parles pas comme ça, je suppose. Et puis d'abord, je suis là, je bouge. Tu n'as pas le droit. Et comment j'ai pas le droit? Et d'où j'ai pas le droit? Je t'ai loué l'âne, je ne sais pas louer l'ombre. L'autre lui répond, dis donc, je t'ai loué l'âne complet, l'ombre avec. Il commence à s'injurier, ils en viennent aux mains, et l'affaire se termine au tribunal. Alors j'imagine que vous avez envie de savoir comment ça se termine. Eh bien, vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas parce que je ne le sais pas moi-même. Et je ne le sais pas parce que cette histoire, je l'ai lue dans les adages, c'est l'adage 252, je crois, enfin, vous verrez. Et dans cet adage, Erasme raconte ceci. Il dit « J'ai lu chez Plutarque, j'ai lu chez Plutarque, dans la vie de Démosthène, que un jour, Démosthène, fameux orateur athénien, un jour Démosthène, alors Démosthène, on dit c'est un orateur, mais c'est un peu idioté, c'est un orateur. Nous, on dirait c'est un avocat. Il gagnait sa vie en plaidant pour ou contre des gens qui le payaient. Enfin, quand c'était pour, il payait. Voilà. Bref. Un jour, Démosthène doit plaider pour défendre un homme dans une affaire criminelle. Affaire criminelle, l'homme risque sa tête. Donc c'est une affaire sérieuse. Démosthène vient devant l'Assemblée, 5000 personnes, pas de micro, et il y va. Il se lance dans un de ces magnifiques discours, dont il avait le secret. Période, argument, excellent. Et au milieu de son discours, il s'aperçoit que les magistrats, qui sont là-bas, il y en a un qui envoie des messages sur son iPhone, l'autre qui lit le journal, l'autre qui bavarde avec son voisin, l'autre qui fait les mots croisés. Alors, que fait Démosthène? Il s'arrête net, il descend sur son estrade, il s'approche des magistrats, et il dit « Messieurs, un jour, un Athénien avait une certaine maison à livrer à l'Église. Et il leur raconte l'histoire que je vous ai racontée. Et il s'arrête pile au même endroit, au moment où l'affaire vient au tribunal. Alors les magistrats lui disent « Et alors, comment ça s'est terminé ?» Démosthène. Ah non, messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire?
Je vous parle d'un homme qui risque sa tête, vous n'écoutez pas. Je vous parle de l'ombre d'un âne, et vous êtes puni. J'imagine que les magistrats ont dû baisser le nez piteux. Détail amusant, tant qu'on en parle. Comment s'est terminée cette histoire de Démosthène avec son client? Ben, on ne sait pas non plus, parce que Plutarque ne le dit pas. Alors, ce qui est amusant, c'est que, enfin, entre autres choses amusantes, c'est que moi, ça m'intriguait cette histoire. Je suis allé chercher dans Plutarque, qu'est-ce que Plutarque raconte. Donc, Plutarque raconte effectivement ça, Démosthène un jour. Sauf que dans Plutarque, il y a 3 livres. Vraiment, je vous donne l'essentiel. Plutarque écrit le Gorée, Plutarque. Donc, là, celui-là, même les 3 livres. Erasme raconte un peu plus. D'ailleurs, accessoirement, si on réfléchit à la structure de ce genre d'histoire, c'est assez curieux, parce que, en fait, il y a l'homme qui va livrer sa marchandise à l'égard. Il y a Démosthène qui raconte cette histoire. Il y a Plutarque qui raconte que Démosthène raconte cette histoire. Il y a Erasme qui raconte que Plutarque raconte cette histoire, et il y a moi qui vous la raconte. On est au 5e degré de récit. C'est les milieux et demi, cette histoire. Alors, c'est amusant ça d'ailleurs. Et alors, les adages sont fabriqués comme ça. Bon, je finis avec l'ombre de la place. Voilà. Il y a une fin. Erasme ne plante pas, Erasme pas une pensée. Il ne dit pas comment ça s'est terminé, mais il nous dit moralité. Il dit finalement, pourquoi raconter cette histoire? Quel intérêt? Alors il dit, il y a 2 intérêts dans cette histoire. On tire 2 leçons. La première, bon, elle est assez simple, et métaphorique, et jolie, c'est que il arrive souvent que de causes futiles, tout à fait superficielles, l'ombre d'un âne, naissent des querelles, voire des conflits, voire des guerres. Rappelez-vous, ceux qui étaient nés à cette époque-là, la guerre de football entre le Nicaragua et El Salvador, qui a démarré sur un terrain de foot, il y a eu quand même 300 ans. Et on pourrait multiplier des exemples comme ça. Ça, c'est la métaphore classique, relativement simple. C'est joli, bon, à utiliser pour illustrer ce genre de situation. Mais, dit-il, on pourrait tirer une autre leçon de cette histoire. Et alors ça, c'est à l'attention des orateurs. Les orateurs, c'est-à-dire qui? Les gens qui doivent faire un speech. Ça pourrait être des avocats, des profs, et c'est la suivante. Orateur. Si ton public s'ennuie, raconte-lui une histoire. Alors, c'est amusant. Mais ce qui est encore plus amusant, c'est que c'est vrai, c'est archi vrai. Demandez à n'importe quel prof, il y a un seul moyen, si on veut accrocher l'attention de son public, c'est de lui raconter une histoire. Une anecdote. Évidemment, il faut la choisir, que cette histoire ait un sens, métaphorique, qu'elle soit courte, qu'elle soit variée, qu'elle soit tout ce qu'on veut. Bon. Avec ce système-là, et je reviens à mes jésuites et à la thèse, vers la fin, moi j'étais là, au milieu de mes 60, hurluberlu, un peu, et ça revenait, ça allait dans tous les sens, et je me disais tout le temps, mais en fait, ah, ça sert ce truc. Pourquoi? Je voyais bien que c'était intéressant, mais je n'arrivais pas à saisir. Et tout d'un coup, j'ai eu l'illumination. C'était vers la fin, je me souviens. Et quand j'ai vu le truc de jésuite, j'ai dit, évidemment, c'est ça. Je me suis dit ceci. Moi, j'ai été prof, toute ma vie, plus ou moins, j'ai enseigné un peu partout, comme des tas de gens. Or, qu'est-ce que c'est la vraie préoccupation d'un prof? Enfin, je suppose. Alors, moi, c'est de se dire, demain, qu'est-ce que je vais leur raconter? Ben, avec les adages. Alors là, pas besoin d'être très imaginatif. Vous avez l'adage. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire l'ombre d'un âne. Je vous écris Azini ou moi. En grec, en dessous, pour ceux qui font le grec aussi en option. Cette expression, alors vient de tel auteur, on la trouve chez Plutarque. Ah, dans tel livre. La vie de Démosthène par Plutarque. Petit, 3e rang, tu files à la bibliothèque, ramène-moi Plutarque, la vie de Démosthène. Alors le aussi va, cherche pour tu nous lis le passage, monsieur Démosthène dit ça. Il y a une règle grammaire, on la colle là-dessus, c'est à décliner de telle façon, le verbe se conjugue comme ci, comme ça. Très bien. Donc Plutarque l'utilise pour expliquer ça. Moi-même, j'ai rajouté le petit thème. Le temps de faire tout ça, c'est passé 20-25 minutes. Expliquer qui est Démosthène, qui est Plutarque et tout, sur Alexandre. Il nous reste une demi-heure à tirer. Qu'est-ce qu'on fait? Ça crève les yeux ce qu'on fait. Ben maintenant, vous prenez une feuille de papier, vous prenez votre cahier, et vous me faites un paragraphe sur le sujet que vous voulez en utilisant cette formule de façon astucieuse dans votre développement. Ça peut être un petit dialogue, ça peut être une petite description. Et ça marche à tous les coups.
avec les adages, vous pouvez faire 4151 cours, sans risquer de vous répéter, parce qu'il n'y en a pas deux qui parlent de la même chose. Et en plus, le gosse, il ne va pas dire « Ah ouais, hier, il nous a sorti l'âne, ce coup-ci, il va nous sortir la vache, et le bœuf, et le petit Jésus, le troisième fois. » Pas du tout, parce que celle d'après l'ombre de l'âne, je ne sais pas avec cette, ça n'a aucun rapport, c'est un décret de Gratien sur faut-il verser des pensions aux veuves qui sont remariées, un truc comme ça. Donc vraiment, ça n'a aucun rapport. Bon. Et les adages, c'est comment acquérir un stock, un trésor de formules brèves, faciles à retenir, bien techniques, donc qui ont fait leur preuve, qui ont été utilisées par les grands auteurs de l'Antiquité et qui peuvent s'utiliser dans toutes les circonstances de la vie sociale. Ça, c'est, à mon avis, c'est le nœud de l'humanisme. Parce que si on regarde tous ces argents, les Italiens, les Allemands, les Français, bon, qui se sont entretués pour des virgules en latin, en fait, la seule chose qu'ils avaient en commun tous, c'était cette espèce d'obsession de l'élégance. Parce que la seule injure qui tuait un humaniste, c'était de dire regarde, pauvre nul, qui a écrit ça, c'est une faute de latin. Paf, l'autre, il était cisaillé pour le restant de sa vie. Ça, on dit en a un. Et chez Beatus Rhénus, et chez Arras, et chez les Italiens, tout. C'était, leur terreur, c'était d'être pris en flagrant délit de latin médiocre. Donc il fallait être élégant. C'était pas la question de citer les autres. Alors, parce qu'on voit bien, on dit, ouais, un humaniste, c'est un qui vous cite Cicéron à toutes les lignes. Oui, mais ça c'est nul, c'est un pédant, ça. Or, il ne suffit pas d'être pédant pour être humaniste. D'ailleurs, de nos jours, il y a le même problème, hein. Il n'y a pas besoin du latin et du grec non plus, d'ailleurs. Bon, ni du grec. Donc être pédant en langue vernaculaire. Bon. Et l'humaniste, c'est tout à fait autre chose que le pédant. L'humaniste, c'est quelqu'un qui fait court, élégant, efficace. Donc intéressant. Et on s'en souvient après, parce que je peux vous dire, je ne sais pas, une fois l'expérience, dans un an, dans 15 jours, je suis sûr que vous vous souviendrez de l'ombre de l'âne, ou de. Il y en a des tas d'autres, il y en a 4000. Tout ça, c'est un système. Mais c'est un système ouvert. Alors, c'est ça, moi, que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, allez, manuel sur comment s'exprimer de façon élégante en société, à pouvoir prendre des trucs par cœur, c'est rasoir au dernier point. Là, c'est le contraire. Il faut que ce soit amusant. Et d'ailleurs, Erasme a beaucoup écrit là-dessus, dans tel écrit pédagogique sur comment écrire une lettre, comment s'exprimer, développer un mot, tout ça, où il vous dit tout l'art, c'est de rendre l'instruction attractive pour les enfants. Donc il faut jouer avec les mots, il faut aller des métaphores, il faut avoir l'esprit d'invention. Et les adages, c'est vraiment, vous ouvrez la boîte de Pandore dedans, parce que vous pouvez tirer dans tous les sens. Alors, pour dire un petit mot de plus sur comment c'est fabriqué, c'est un peu comme l'ombre de l'âne. Je vous l'ai présenté de façon particulière, mais son système est très bien, et très simple. Il vous annonce l'adage lui-même, c'est-à-dire la formule. Quelquefois c'est un mot, quelquefois c'est un mot, un nom, un adjectif ou un verbe. C'est une formule. En latin, en général, il vous le donne immédiatement en grec. Alors, petit détail, quand ça vient d'un auteur grec, c'est logique qu'il le mette en grec, qu'il le traduise et qu'il comprenne. Mais quand ça vient d'un auteur latin, il vous le traduit en grec en dessous. Ça, c'est intéressant. Vous savez, il y a un truc avec le grec. Bon. Alors, j'ai regardé. Si, de toute façon. Non, ce temps. Non, c'est pas bon. Il est 8 h moins. Non, mais je sais pas, on continue? Oui. Bon, on continue. Vous en êtes. Oui, alors ici, comment c'est fabriqué? Vous avez l'adage, la formule, il vous dit en latin et en grec, il vous dit d'où ça vient, ça je l'ai trouvé chez un tel, ou ça veut dire quelque chose. Et puis, il en rajoute d'autres. Ah oui, mais d'ailleurs, il y a un autre auteur qui l'utilise, mais un peu différemment, ou bien il y a une forme dialectale. En alsacien, ça se dit comme ça, et ça veut dire un petit peu autre chose, ou bien il y a des auteurs plus récents qui ont modifié la formule. C'est-à-dire, alors, chose, petit détail, on se dit, ouais, il va nous coller la liste des bonnes formules à utiliser pour faire bien en société. Donc, il faut l'apprendre par cœur, et si on se trompe, c'est pas bon. Or, pas du tout. Il s'intéresse autant, voire plus, aux formules déviantes. Oui, ah ben, si on change un mot, ça donne ça. D'ailleurs, tel poète, dans tel ode, telle élégie, tel cri,
ou Homère, utilisé en changeant un mot, ça veut dire autre chose. Et puis il y a des formes, alors ils adoraient, les humanistes adoraient les formes dialectales. Ah oui, chez les Doriens, chez les Ioniens, on déplace un mot, ça se prononce autrement. C'est-à-dire que la forme, la variante, les intéresse plus à la limite que la forme standard, que la forme classique. Et donc il vous colle toutes ces références. Quand c'est du grec, il vous le met en grec, avec la traduction immédiatement après, pour les gens qui ne savent pas le grec, c'est pour tout le monde. Ce que les auteurs en faisaient, ce qu'il en pense lui, et puis il vous dit, si vous voulez en rajouter, rajoutez. Donc c'est une forme totalement ouverte. De chaque adage, il vous renvoie sur une série d'auteurs. Alors quelquefois il y en a qu'un. Quelquefois c'est 3 lignes, il dit ça j'ai trouvé chez un tel, chez personne d'autre. Mais ceux qu'il aime bien, il les trouve chez des tas de gens, en grec, en latin, ou des choses qui ressemblent, ou quelquefois il vous dit, c'est comique, quelquefois il vous dit, aux Pays-Bas, ils utilisent la même forme. Alors, vous savez, tous ces adages sur les animaux, les plantes et tout, on les trouve évidemment partout. À la campagne, ils disent, ah ben, chez nous, les paysans, ils disent ça, mais un peu différemment. Ou bien en France, ils aiment bien dire comme ça, ou en Allemagne. Donc, tout rentre là-dedans. Et on a donc une espèce d'arborescence qui vous donne accès à toute la littérature de l'Antiquité. Païen. Il pour ainsi dire pas un auteur chrétien. Il vous cite les auteurs qu'il aime vraiment, c'est Homère, Lucien, Aristophane. L'auteur grec qu'il cite le plus, c'est Aristophane. Après ça, il y a Lucien. Donc on a compté. Vous appuyez du chef. Enfin, on peut discuter, mais c'était les auteurs chrétiens, il en cite quelques-uns. En fait, il le dit. Pourquoi il ne les cite pas? Je n'ose pas vous le dire, mais parce qu'ils sont nuls. Ce sont des mauvais écrits. Il dit, regardez ça d'Augustin, ça me paraît cool. Il dit, bien sûr, c'est attendrissant, c'est très pathétique, tout ce qu'on veut, mais franchement, il dit, qu'est-ce que c'est à côté de Virgile? Qu'est-ce que c'est à côté de Quintilien? C'est rien. Bon. Alors ici, il accorde, il aime bien les grands pères de l'Église grecque, Grégoire de Nazianze, parce que ça, c'est des types qui étaient à l'université et qui connaissaient leur Homère par cœur, leur Sophocle. Alors ça, évidemment, ça causait bien chez Grégoire de Nazianze. Mais chez les latins, franchement, rien. Chez les chrétiens. Donc, il fait l'apologie de la littérature antique païenne. Donc, il a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, quand il dit, vous savez, l'histoire, vous allez sur l'île, vous avez le droit d'inventer que 2 livres, qu'est-ce que vous prenez? Lui, il l'a dit, il dit, moi je prends deux livres, Homère et Lucien. Voilà. Vous dites, ce que c'est Homère et Lucien? Alors, moi, au début, je n'avais pas lu Lucien, parce qu'on n'apprend pas à l'école Lucien. Je disais, ouais, Homère, je voyais à peu près, Lucien, un jour, je l'ai regardé. Le jour où je l'ai regardé, je dis, je comprends. Lucien, plus anticlérical, ça n'existe pas. Et puis, c'est méchant, c'est très très bien écrit, il avait un style impossible ce type. Bon, il y avait 30, des gens comme chez nous, Rabelais, Voltaire, c'était des gens qui avaient une plume vraiment très efficace. Bon. Un anticléricalisme vraiment vissé au corps, il a écrit des trucs extraordinaires. Il disait Alexandre, le faux prophète, il explique tout. Hein. Il explique tout depuis la Bourca jusqu'à comment fabriquer des miracles bidons. Comme on en faisait au XVIe siècle, rappelez-vous les dominicains de Berne qui ont été brûlés en 1509 parce qu'ils avaient trouvé un système, ils avaient un tableau de la Vierge, ils faisaient pleurer quand on venait lui dire que ces salauds franciscains étaient contre l'Immaculée Conception. Alors la Vierge pleurait. Vous imaginez les offrandes qui tombaient dans le tronc. Ceux-là, les salauds, des gens qui sont évincés, la main dans le tronc et comme ça brûlait. Mais, alors Lucien, évidemment, c'est le remède contre ce genre de superstition. Et Erasme, il adorait ça. D'ailleurs, il écrivait comme Lucien. L'éloge de la folie, il l'a dit lui-même. Il a dit, c'est un exercice lucianique. Comment écrire le truc le plus vache possible sur tout le monde, y compris lui. Parce que quand il dit, le plus fou de tous, c'est l'auteur qui rêve de devenir célèbre avec un truc pareil. Bon. Et puis il le dit beaucoup mieux que ça. Donc, vous avez, si vous voulez, les adages, c'est un peu le livre qui contient tous les livres. C'est-à-dire qu'il vous renvoie par ce jeu d'arborescence, de citation, à toute la littérature de l'Antiquité païenne. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a des tas d'autres affaires. Quel était son répertoire, le corpus de textes cites, parce que là, on a eu des très bonnes surprises. Moi, j'en ai eu, je dis, mes collègues traducteurs, qui sont beaucoup plus à poids, allégés et intimes, en fond, ils se sont cassés les dents sur la même chose. C'est-à-dire, en gros, pour dire vite, moi, au début, je voyais, on cite Homère, Platon, Aristote. Ok, même si on ne l'a pas lu, on sait ce que c'est. Homère, Platon, Aristote, Sophocle, ça marche. Lucien, on ne l'a pas lu, mais on sait que ça existe de bonnes lettres, et on peut vérifier que ça n'existe pas.
Maintenant, ça commence à exister, mais à l'époque, ça existait. Il y a 10 ans, bon, passons. Puis il se met à vous citer des gens, alors il vous cite après ça Aulugel, on dit ah ouais, ça me dit quelque chose, l'énigmatique, bon, Macrove, Athénée, le fameux démosophiste, qu'est-ce que ça veut dire démosophiste? Ça veut dire des films, ça c'est nous qui l'avons. Et puis il vous cite Diogénianos, Hésichos, là carrément jamais entendu parler. Souda, la Souda. Ah oui, Souda, j'ai entendu parler un gros truc byzantin, incompréhensible. Bon, voilà. Il vous le cite une fois ou deux, on a une note qui n'en parle plus. Mais quand il vous le cite toutes les 3 pages, et qu'il y a 4000 pages, il y a un moment où il faut bien les voir. Et alors là, surprise, c'est que lui et ses copains humanistes, ils pratiquaient tous les jours une bande d'auteurs qui ont totalement disparu de la circulation. Ils lisaient Aulugel tous les jours, ils lisaient Athénée, ils lisaient les dialogues, comment ils appelaient ça, le banquet de Plutarque, des choses incroyables, qui contiennent. Ils lisaient la Souda. Et alors, il a fallu aller regarder ce que c'était ces bouquins. Ces bouquins, c'est des trésors. C'est des trésors qui ont été évacués de l'enseignement universitaire occidental, en cas français, depuis au moins 200 ans, parce qu'encore au XVIIe, on les lisait un peu, ces gens-là. Mais à partir du XVIIIe, on a arrêté. Donc c'est mis sur un répertoire très restreint et assez rasoir, parce que les versions les plus César, c'est assez marrant, mais il y a un moment où on va passer à autre chose. Et au lieu de passer à Aulugel, à Ozone, à des auteurs incroyables, d'une très grande richesse, d'une très grande fantaisie, une force et une gosse qui veut devenir Camus, normalien, à tourner en rond, et puis comme ça on peut accuser les profs d'avoir préparé les suivantes éléments, pas très petits, forcément, souvent. Au lieu de ça, Erasme et les humanistes, ils avaient un répertoire colossal. C'est-à-dire qu'ils connaissaient, ils lisaient beaucoup plus de livres antiques que nous, et d'ailleurs que Halle a publié. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails de ça, mais ça nous ouvre des horizons extraordinaires et ça permet de remettre les pendules un petit peu à l'heure sur qu'est-ce que c'est la culture antique. Parce que nous, on croit, on allait, enfin on croit, vous, je sais, vous peut-être pas, mais moi, après ça fait ça. Moi, je croyais ce que mes profs m'avaient dit, qui sont des très braves gens. Bon, et ce que disent les bouquins, c'est-à-dire que la culture antique, bon, c'est sympathique, c'est un peu rasoir, c'est toujours la même chose. En fait, il y a des choses rasoirs, il y a des choses captivantes, et c'est extrêmement varié et extrêmement ouvert. Et ça, il n'y a que Erasme qui le montre. Évidemment, le livre est interdit, personne ne va aller chercher. Donc, nous comptons bien qu'avec cette nouvelle édition des Annales, on a réussi, non sans peine, nous allons ouvrir une nouvelle page de la culture humaniste française, en tout cas, et remettre au bout du jour tous ces auteurs extraordinaires que les humanistes lisaient et qui faisaient leur bonheur, et qui, franchement, alors le problème, c'est qu'il faut les rééditer et les traduire. Bon, mettez-les au bout, s'il y a des candidats. Je fais une petite parenthèse pour finir. Je sors de mon sujet, mais il faut quand même en parler. Je lance un appel public, comme on avait fait pour les adages, puisqu'on a commencé comme ça. Comme j'ai pas mal de projets éditoriaux avec des belles lettres concernant l'humanisme, il y a notamment toute une partie d'humanisme germano-alsacien, c'est-à-dire qui se promène quelque part en